Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors, plus récemment, dans mon groupe, et ça a été fait par un très jeune chercheur, Nicolas Julien, ces mêmes matériaux de polyalkyl cyanoacrylate, eh bien, on a essayé d'en faire des vecteurs de troisième génération, de les décorer, non plus cette fois-ci avec des polysaccharides, mais comme je vous l'ai dit avec les liposomes, avec des ligands qui vont reconnaître des récepteurs spécifiques au niveau de la barrière hémato-encéphalique, au niveau des tumeurs, etc., etc. Et pour cela, eh bien, on peut faire ce que l'on appelle de la click chemistry. Et la click chemistry, c'est évidemment très intéressant parce que vous allez cliquer un ligand et vous pouvez faire finalement du Lego. Alors, comment est-ce qu'on fait ce Lego? Eh bien, on va partir cette fois-ci toujours d'un polymère de polyalkyl cyanoacrylate, mais vous le voyez en rouge, on va le pégyler, c'est-à-dire qu'on va faire un polymère amphiphylle. Alors, le terme est un peu barbare. C'est un copolymère de polyhexadécylcyanoacrylate. Vous voyez ici en bleu la chaîne alkyle. Copolyéthylène glycol, le polyéthylène glycol est en rouge. Le rouge, c'est la partie hydrophile. Vous voyez qu'on est toujours avec des amphiphiles. Et le bleu, vous voyez, c'est l'hexadécylcyanoacrylate. Et quand vous prenez ce polymère, vous allez tout simplement utiliser un polyéthylène glycol en rouge avec ici en vert, vous le voyez, une fonction azide. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez un ligand qui est équipé d'une fonction alcyne, eh bien vous allez cliquer cette fonction alcyne au niveau, vous le voyez, de l'azide à la fin de la chaîne de polyéthylène glycol. Et ensuite, vous avez votre matériau, et puis votre matériau, vous allez le mettre en œuvre par un procédé que je vais vous expliquer dans quelques minutes, qui est un procédé de nanoprécipitation, et vous allez obtenir vos nanoparticules qui vont être pégylées, recouvertes donc du polyéthylène glycol, avec le cœur qui est un hexadécylcyanoacrylate qui est hydrophobe, dans lequel on va piéger le médicament, et vous voyez qu'en surface, vous avez ce ligand de reconnaissance, cette tête chercheuse qui va pouvoir aller reconnaître les tumeurs, les cellules malades, les cellules infectées, etc., etc. Alors, on peut s'amuser, on peut cliquer encore autrement. On peut cliquer tout simplement en partant toujours de ce polymère amphiphylle et en préparant d'abord les nanoparticules qui vont être fonctionnalisées par la fonction azide. Et puis, vous voyez, on clique. On rajoute le ligand et on décore de cette manière la nanoparticule par le ligand qui va être capable de reconnaître le récepteur à tel ou tel endroit de l'organisme. Et on peut imaginer dans le futur d'avoir finalement, je dirais, un médicament et de faire de la médecine personnalisée, où on va avoir d'une part les nanoparticules azides, où en fonction de la pathologie du patient, de sa génomique, de sa protéomique, etc., on va prendre, vous le voyez, un ligand cliquable qui va correspondre à la pathologie du patient, qui va correspondre à l'expression précise, par exemple, d'un antigène dans la tumeur qu'il a, et on va pouvoir par conséquent rajouter ce ligand de reconnaissance-là pour ce patient-là, et vous voyez que c'est encore une fois la porte ouverte à ce que l'on pourrait appeler la médecine personnalisée. Donc vous voyez que la click chemistry est une approche qui est très importante pour faire de la fonctionnalisation de ces nanoparticules. Alors là, on a parlé, on est toujours dans les étapes de polymérisation, on a parlé de la possibilité de faire des nanosphères à base de polyacrylamide, de polyalkylcyanoacrylate, de polyméthylmétacrylate, polymérisation en émulsion, polymérisation en suspension. Comment peut-on faire maintenant des systèmes qui sont plutôt des capsules, donc des systèmes réservoirs? Eh bien, pour cela, vous allez le voir, on va faire de la polymérisation interfaciale. Quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, c'est de dire, on va cette fois-ci non plus avoir une matrice au centre de la particule, mais on va avoir un polymère qui va encapsuler soit une phase huileuse, soit une phase aqueuse. Alors, pourquoi une phase huileuse ou une phase aqueuse? Une phase huileuse, si on veut dissoudre des médicaments lipophiles, une phase aqueuse, si on veut dissoudre des médicaments hydrophiles.
Et l'idée, évidemment, vous le voyez ici, c'est d'obtenir des capsules en faisant de la polymérisation interfaciale, et vous allez le voir, en mettant finalement le monomère à l'extérieur et l'ion de polymérisation, ou dans tous les cas l'initiateur de polymérisation, à l'intérieur de la phase huileuse et de la phase aqueuse, de manière à ce que la polymérisation ne puisse se faire qu'à l'interface. Pour être plus précis, voilà un exemple. Ici, on a toujours utilisé ce monomère de cyanoacrylate. Je vous l'ai dit, il est soluble uniquement dans des solvants organiques en milieu lipophile. Et donc, à l'époque, c'était la thèse de Grégory Lambert, on voulait encapsuler des petits oligonucléotides antisens ou des petits ARN interférents qui sont des macromolécules très hydrophiles. Et avec les systèmes matriciels, on ne peut pas encapsuler des molécules hydrophiles parce qu'elles ne rentrent pas bien dans ces nanomatrices. Et donc, l'idée, c'est de faire des nanocapsules avec ce que l'on appelle un contenu aqueux, c'est-à-dire une nanogouttelette d'eau. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'était de dire on va faire une nanoémulsion. Donc, vous voyez une toute petite gouttelette d'eau, une nanogouttelette d'eau qui est dispersée dans une phase huileuse. Le monomère cyanoacrylique que j'ai représenté ici par des petites billes vertes, il est soluble dans la phase huileuse externe. L'initiateur de polymérisation, encore une fois, ce sont les OH- de l'eau, se situe dans la phase interne de l'émulsion. Et ce sont les OH-, encore une fois, qui, par attaque nucléophile, vont initier la réaction de polymérisation. Vous voyez bien que le seul endroit où la réaction de polymérisation peut se faire, c'est effectivement à l'interface entre la phase aqueuse et la phase huileuse. Et c'est de cette manière-là que vous allez avoir effectivement l'encapsulation de cette nanogouttelette d'eau dans laquelle vous allez pouvoir dissoudre des quantités considérables d'oligonucléotides antisens, de siRNA, bref, de molécules hydrophiles, avec des taux d'encapsulation de pratiquement 100%. Et vous voyez très bien, encore une fois ici, la fine membrane polymère, vous voyez, qui encapsule le compartiment aqueux qui a été réfrigéré parce que c'est une cryofracture. Et on peut même mesurer que l'épaisseur de la membrane polymère, c'est entre 2 et 5 nanomètres. Alors vous allez me dire comment peut-on démontrer que c'est bien une capsule et qu'on n'a pas une structure matricielle, une sphère? Eh bien, comme moi j'aime bien le football, on peut, si vous voulez, un petit peu considérer que cette capsule, c'est comme un ballon de football. On a juste une membrane. Et donc voilà comment elles apparaissent, vous le voyez, en microscopie électronique à transmission après cryofracture. Eh bien, si vous prenez ces capsules en suspension dans de l'eau, et puis que vous les séchez, et que vous vous arrangez pour évaporer l'eau, eh bien l'eau qui est à l'intérieur des capsules, elle va vouloir sortir. Et vous voyez qu'elle va faire des petits trous. Vous les voyez ici, vous voyez que chaque structure a un petit trou. Et du fait que c'est une structure comme un ballon de football, que c'est une structure réservoir, que c'est une capsule, eh bien la structure va s'affaisser. Et vous voyez très très bien qu'on a des profils en microscopie électronique qui sont affaissés. Si vous refaites la même chose avec les nanosphères, vous ne voyez pas ces profils-là. Les sphères restent intactes puisque c'est une structure matricielle. Et vous voyez comment on peut voir la différence en fonction des procédés de préparation entre les structures matricielles et les structures réservoirs. Alors, il y a d'autres technologies qu'on peut utiliser, essais de polymérisation interfaciale, et je vous en donne ici un autre exemple, c'est d'utiliser tout simplement deux monomères. Un monomère que vous voyez ici en vert, qui va être soluble dans la phase aqueuse, par exemple un chlorure de sébacoïl, et un monomère que vous voyez ici en violet, éthylène-diamine, qui est soluble dans la phase huileuse. Alors souvent, c'est un petit détail, dans la phase huileuse, on va mettre un cosolvant de la phase aqueuse, on va mettre de l'éthanol. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a ce que l'on appelle l'effet Marangoni. La diffusion de l'éthanol de la phase huileuse vers la phase aqueuse va entraîner, vous le voyez, des mini-vagues. Et ces mini-vagues vont concentrer les monomères aux interfaces. Et c'est pour ça que la réaction de polymérisation aura lieu réellement à l'interface entre la phase huileuse et la phase aqueuse. C'est donc bien de la polymérisation interfaciale. Et vous voyez qu'on peut obtenir comme cela à nouveau, je dirais, des structures qui sont des structures réservoirs que l'on appelle des nanocapsules. Voilà un petit peu, si vous voulez, les technologies de préparation
de ce que l'on appelle les nanoparticules obtenues par polymérisation. Donc encore une fois, c'est important, on part d'un monomère et on va polymériser. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est préparer des particules à partir d'un polymère préformé. C'est-à-dire, on va prendre le polymère et puis on va utiliser toute une série de techniques, en particulier l'émulsion-évaporation de solvant et l'émulsion-extraction de solvant, et puis je vous montrerai la nanoprécipitation, pour mettre en œuvre ce polymère de manière à obtenir des nanovecteurs, des nanosystèmes. Première technique, c'est la technique d'évaporation de solvant. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez, c'est toujours la même chose. On a un système émulsionné. On va tout simplement prendre un solvant du polymère, biodégradable, bien entendu, par exemple polylactique coglycolique, qu'on va dissoudre dans le solvant, et puis on va rajouter ce solvant à une phase aqueuse, de manière à obtenir, vous le voyez, une émulsion d'huile que vous avez ici en vert dans l'eau que vous voyez ici en blanc. Donc on a une émulsion huile dans l'eau. Et puis on va évaporer le solvant organique qui forme la phase huileuse. Le solvant organique étant évaporé, le polymère n'a plus de support de solubilisation et donc il va précipiter. Et il va précipiter, vous le voyez, sous forme de nanoparticules. C'est ce que l'on appelle l'émulsion-évaporation de solvant. Alors ça marche extrêmement bien quand vous voulez encapsuler des molécules lipophiles, puisque vous voyez qu'on a une émulsion huile dans l'eau. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour encapsuler des molécules hydrophiles, comme par exemple des peptides, etc. Eh bien, avec cette technique-là, longtemps, ça a été effectivement un verrou technologique. Et c'est une équipe japonaise qui a eu une idée géniale et qui a dit, on va faire une émulsion d'émulsion. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris une phase aqueuse dans laquelle ils ont dissous leurs peptides, leurs molécules hydrophiles. Et ils ont émulsionné, vous le voyez, cette phase aqueuse dans un solvant qui contient le polymère. Et donc, vous voyez qu'on a une phase aqueuse en blanc qui est émulsionnée dans une phase organique en vert qui contient le polymère dissous. Et puis, cette émulsion-là, on la réémulsionne dans une phase aqueuse. Et donc, on a, vous le voyez, une émulsion, ce que l'on appelle une émulsion d'eau dans l'huile, dans l'eau. Vous voyez au centre une gouttelette d'eau, en périphérie, la phase organique qui contient le polymère, et à l'extérieur, la phase externe est de nouveau une phase aqueuse. Ensuite, on évapore le solvant organique, et vous voyez qu'on obtient à ce moment-là ce que l'on appelle, je dirais, une structure qui est plutôt une structure réservoir, avec au centre une phase aqueuse qui va dissoudre la molécule qui est soluble dans la phase aqueuse. Donc vous voyez qu'en étant un petit peu astucieux, en améliorant une technologie de préparation, eh bien, on peut avoir encore des procédés qui sont relativement flexibles et qui vont encapsuler effectivement, je dirais, soit des molécules hydrophiles, soit des molécules lipophiles. Alors, il y a quelques années, tout le monde a toujours considéré, à tous les congrès, etc., internationaux, on avait tendance à dire, vous voyez, c'est très simple, ce sont ces nanogouttelettes de solvants organiques qui contiennent le polymère qui vont, quand on va faire l'évaporation, le solvant organique va s'évaporer et donc une gouttelette de solvant organique contenant le polymère va se transformer en une nanoparticule. C'était ça qu'on enseignait, qu'on avait l'habitude de montrer. Et lors d'une thèse, celle de Stéphanie Degouille, eh bien on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce qu'une gouttelette d'émulsion va bien donner une nanoparticule? Pourquoi est-ce que plusieurs gouttelettes d'émulsion, lors de l'évaporation, ne pourraient pas coalescer pour donner une particule? Et donc, ça a été, vous voyez, un sujet de thèse, vous voyez ce que peuvent être parfois des sujets de thèse, et on s'est dit, on va d'abord voir l'influence du poids moléculaire du polymère qu'on va utiliser. Et vous voyez, on a utilisé un polymère qui est l'éthylcellulose. Alors, un polymère d'éthylcellulose 22 qui a un poids moléculaire relativement important, et éthylcellulose 7 qui a un poids moléculaire beaucoup plus faible. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mesuré tout simplement le diamètre des gouttelettes et des particules
pendant la phase d'évaporation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est assez marrant. Vous voyez qu'on voit très très bien qu'on va avoir une diminution de la taille. C'est normal, le solvant s'évapore. Mais alors, très curieusement, de manière inattendue, vous voyez qu'on a une augmentation de la taille, alors que le solvant s'évapore. C'est donc intuitivement, vous comprenez bien, c'est qu'il y a de la coalescence. Et que cette coalescence va dépendre du poids moléculaire et donc de la viscosité du polymère. Alors on s'est dit, donc c'est tout à fait faux. Quand on dit une gouttelette donne une particule, les gens se trompent. On va essayer avec un autre polymère. Et on a pris l'acide polylactique, qui est un polymère biodégradable. Et on a refait la même expérience. Pendant l'évaporation, on a mesuré l'évolution de la taille des particules. Et on a vu que là, vous voyez que le diamètre diminue et il ne réaugmente pas. Donc vous voyez que ça dépend finalement du polymère, ça dépend aussi du poids moléculaire du polymère. Alors on a voulu modéliser tout cela pour savoir si effectivement plusieurs gouttelettes d'émulsion donnent une particule ou si une gouttelette d'émulsion donne une particule. On a modélisé cela en définissant un facteur de coalescence FC. Vous le voyez qui est proportionnel à la densité du polymère, inversement proportionnel à la concentration du polymère, effectivement, et puis proportionnel au cube du rapport entre le diamètre de la particule et le diamètre de la gouttelette. Et on a observé également que le diamètre de la gouttelette que vous voyez là, eh bien, il est fonction, par une fonction assez complexe, il va dépendre de la viscosité, c'est-à-dire du poids moléculaire. Et donc, vous voyez qu'en appliquant finalement cette équation, eh bien, on peut savoir si les gouttelettes de polymère avec leur solvant qu'on fait évaporer donnent une particule ou bien si on a effectivement un phénomène de coalescence et que plusieurs gouttelettes donnent plusieurs particules. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Quel est l'intérêt de cette affaire-là? C'est parce qu'en comprenant bien cette équation et en maîtrisant tous les paramètres, vous comprenez que vous allez pouvoir maîtriser la taille de vos particules. Parce qu'évidemment, si 50 gouttelettes coalescent, vous allez avoir des particules beaucoup plus grosses que si vous avez seulement 2 gouttelettes qui coalescent ou si aucune gouttelette ne coalesce entre elles. Alors, il y a une autre technique qui est relativement intéressante, relativement importante, et qui consiste à faire ce que l'on appelle de l'extraction de solvant. Alors, c'est quoi l'extraction de solvant? Eh bien, on va tout simplement partir de nouveau d'une solution de polymère. Vous voyez qu'on va émulsionner cette solution de polymère dans de l'eau, exactement comme avec l'évaporation de solvant. Et vous voyez qu'on va avoir une émulsion d'huile dans l'eau. Et puis on va rajouter, vous le voyez ici, un solvant d'extraction. Alors ce solvant d'extraction, en fait, ce n'est pas un solvant du polymère, mais c'est un solvant qui va finalement extraire le solvant de la phase interne de l'émulsion. Et comme il extrait le solvant, eh bien, les particules n'auront plus de support, je vais dire, de solubilisation, elles vont précipiter, et puis on va évaporer les deux solvants, et on va obtenir une suspension de nanosphère. Ça, on peut dire que c'est un procédé qui ressemble un petit peu à l'évaporation de solvant, mais qui utilise un troisième solvant. Un procédé extrêmement important, qui est actuellement très, très utilisé, notamment dans l'industrie, c'est la nanoprécipitation. Et il y a énormément de procédés qui utilisent la nanoprécipitation. De quoi s'agit-il? Alors, vous voyez que vous pouvez faire des particules qui vont avoir une taille de quelques dizaines ou de quelques centaines de nanomètres extrêmement centrées sur une seule taille. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va prendre deux solvants. Un solvant S1 et un solvant S2 qui sont tous les deux miscibles. Par exemple, de l'eau et de l'éthanol. Par exemple, de l'eau et de l'acétone. Et dans le solvant S1, on va dissoudre le polymère. Le solvant S2 n'est pas un solvant du polymère. Eh bien, si vous mélangez S1 et S2, votre polymère va précipiter de manière spontanée sous forme de nanoparticules. Pourquoi? Voilà ici un exemple. Vous allez mettre un polymère dans un solvant, alors pas hydrophile, mais hydrophobe, dans un solvant organique.
vous voyez que vous allez avoir une phase organique de votre polymère. Vous allez ensuite rajouter de l'eau, vous allez mélanger et vous allez avoir la nanoprécipitation. C'est une affaire qui se fait spontanément. Vous allez voir comment c'est relativement complexe d'un point de vue physico-chimique, mais cela se fait spontanément. Alors vous pouvez aller plus loin. Si vous utilisez toujours un solvant S1 du polymère, un solvant S2, le solvant S1 et le solvant S2 étant miscibles, encore une fois, par exemple, de l'éthanol et de l'eau, mais qu'ensuite vous rajoutez de l'huile, l'huile évidemment n'étant pas soluble dans S2, eh bien dans ce cas-là, vous voyez que vous allez obtenir non plus des nanosphères, mais des nanocapsules. Et la phase interne de ces nanocapsules, vous le voyez ici, ça va être évidemment la phase huileuse que vous avez mis que vous avez dissous au départ dans le solvant S1. Alors une fois qu'on a fait cette nanoprécipitation, il n'y a plus qu'à évaporer le solvant et les particules se préparent de manière relativement aisée. Alors, ceci dit, vous voyez que c'est facile à décrire, mais si vous faites le diagramme triangulaire de phase, eh bien, vous voyez que si vous portez d'un côté le solvant en fonction de la quantité de polymère et de la quantité de non-solvant, eh bien, vous voyez que la zone où vous allez obtenir les nanoparticules, c'est-à-dire la zone de nanoprécipitation, ici en violet, est extrêmement restreinte. Donc, il faut quand même bien choisir des proportions relatives, je vais dire, de non-solvants, de solvants et de polymères. Un élément important, c'est aussi le poids moléculaire. Vous savez que quand vous avez des polymères, vous pouvez avoir des poids moléculaires qui sont extrêmement importants et vous pouvez avoir des poids moléculaires qui sont beaucoup plus petits. Eh bien, le poids moléculaire du polymère, pour un même polymère, va jouer un rôle extrêmement important. Alors, vous voyez qu'ici, on a tout simplement porté l'inverse de la viscosité, parce que vous savez que quand vous avez un polymère qui a un haut poids moléculaire, eh bien, il va évidemment avoir une viscosité beaucoup plus importante que quand il a un petit poids moléculaire, pour une même espèce polymère. Donc, si vous portez l'inverse de la viscosité en fonction du poids moléculaire, et que, vous le voyez, vous faites la nanoprécipitation dans deux solvants différents, l'acétone et le tétrahydrofurane dans l'eau, donc encore une fois, le polymère est dissous dans l'acétone, il est nanoprécipité dans une phase aqueuse, eh bien, vous avez ici la ligne qui marque la limite entre en bas l'obtention des particules et en haut l'obtention de gros agrégats. Vous voyez que quand vous êtes dans la partie bleue, vous obtenez des nanoparticules. Mais plus vous avez des masses molaires élevées, donc plus vous avez des polymères de poids moléculaire élevé, plus la zone d'obtention des nanoparticules est faible. Et ce qui est intéressant, donc vous voyez que vous avez un rapport qui est inversement proportionnel entre viscosité et obtention des nanoparticules. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans la zone d'obtention des nanoparticules, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore très bien, eh bien, on obtient systématiquement des particules à peu près d'une centaine de nanomètres, quel que soit le polymère utilisé. Et ça, d'un point de vue physico-chimique, ça mériterait encore d'être creusé parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore bien. Beaucoup de polymères font presque toujours des particules à peu près d'une centaine de nanomètres. Et par exemple, il est extrêmement difficile avec ce procédé-là d'obtenir, par exemple, des particules de l'ordre de 800 ou 900 nanomètres. C'est plus facile d'avoir des petites particules que d'avoir des particules plus grosses. Ça, c'est encore une affaire qu'il faut essayer de comprendre d'un point de vue physico-chimique. Alors, très récemment, vous voyez, ça, c'est une publication qui a été parue en 2008, donc qui est très récente dans Nanoletters. L'équipe de Bob Langer au MIT, qui est un collègue, eh bien, il a étudié ce processus de nanoprécipitation par ce que l'on appelle le microfluidics. Alors, le microfluidics, alors là, on est vraiment dans les micro- et les nanotechnologies, c'est qu'on va préparer ces systèmes nanoparticulaires en utilisant des petits procédés, vous savez, avec des toutes petites colonnes qui vont faire quelques microns d'épaisseur. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que ça permet de beaucoup mieux maîtriser tous les paramètres physico-chimiques de préparation de ces nanotechnologies. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Bob Langer dans son équipe? Eh bien, il a utilisé, vous le voyez, un polymère amphiphylle qui est un acide polylactique coglycolique, encore une fois en bleu, qui est un polymère biodégradable,
qu'il a couplé au PEG. Donc vous voyez que ça, c'est encore un polymère en 10 blocs. Il y a un bloc très hydrophile qui est le polyéthylène glycol et un bloc très hydrophobe qui est l'acide lactique coglycolique. Eh bien, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on savait? Que quand on nanoprécipitait cette affaire-là, on obtenait des nanoparticules. On ne savait pas comment elles se formaient. Alors, Bob Langer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ce que l'on appelle un microfluidix, c'est-à-dire tout simplement un objet qui est extrêmement petit, vous allez le voir en microscopie après, et en fait, il va injecter la phase PLGA-PEG dans l'acétonitrile, que vous voyez en noir, dans une colonne, et puis vous avez deux autres colonnes ici où on va injecter de l'eau, et vous allez avoir un flux. Et plus le flux d'eau convergent est brutal et puissant, plus vous voyez que le flux d'acétonitrile avec le polymère va être fin. Et ensuite, tout au long de la colonne, eh bien, petit à petit, vous allez avoir ce que l'on appelle un mélange des phases, et en sortie de cette micro-nanocolonne, eh bien, vous allez avoir la formation des particules. Et vous pouvez parfaitement maîtriser, évidemment, la vitesse des flux, que ce soit de l'eau ou que ce soit du PLA-PEG. Et grâce à cette approche de microfluidix, eh bien, il a montré qu'en fait, la formation de ces nanoparticules par nanoprécipitation se faisait suivant trois phases. Première phase, on est ici, on est en solution dans l'acétonitrile, vous voyez, on n'a pas encore ou presque pas rajouté d'eau, eh bien, les polymères, le polymère amphiphylle, il est soluble. Ensuite, on va injecter l'eau et petit à petit, on va avoir ce que l'on appelle, si vous le voulez, une nucléation de ce polymère amphiphylle, un début d'agrégation. Et à partir d'un certain temps ou d'une certaine longueur de la colonne, qu'on va appeler le temps d'agrégation, eh bien, vous voyez qu'on va voir apparaître l'auto-organisation supramoléculaire de ces nanoparticules amphiphiles. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on peut regarder cette microtechnologie en microscopie, et vous voyez très très bien ici les deux flux d'eau. Pour ceux qui ont de bons yeux, vous voyez le flux de PLGA-PEG dans l'acétone, et vous voyez petit à petit le mélange qui se fait, et en sortie de colonne, l'obtention de nanoparticules. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir recours à ces nanofluidix? Eh bien parce qu'on va pouvoir maîtriser toute une série de paramètres physico-chimiques de préparation et de fabrication. Et en particulier, vous voyez qu'il va y avoir un débit de l'acétonitrile avec le polymère en solution et un débit de la phase aqueuse. Et en modifiant le ratio du débit de l'acétonitrile et du débit de l'eau, eh bien, vous voyez qu'on peut parfaitement maîtriser le diamètre des particules. Vous voyez que quand on augmente le rapport des deux débits acétonitrile-eau, on va augmenter la taille des particules, et ceci, vous le voyez, pour deux concentrations différentes, et vous avez en dessous la distribution granulométrique de ces nanoparticules. Donc, vous voyez que ça, c'est aussi un message important. De plus en plus maintenant, on fait de la micro ou de la nanofluidix pour bien régler les paramètres de fabrication de ces nano-objets. Enfin, on peut préparer les nanoparticules à l'aide de méthodes très spécifiques qui reposent sur certaines propriétés particulières des polymères, que sont la gélification, l'utilisation de complexes d'inclusion et la formation de polyplexes, notamment pour la thérapie génique. Alors, on va commencer par la gélification. Vous savez que la gélification, c'est une propriété particulière, en particulier des polysaccharides. Et vous connaissez très bien cela en cuisine, par exemple. On sait très bien que si on change certaines propriétés physico-chimiques d'une solution de polysaccharides, on peut obtenir un gel. Alors, en pharmacie, on utilise ça aussi. Et il y a un polymère qui est très intéressant, qui est l'alginate, qui est un mélange d'acide glucuronique et d'acide manuronique, qui sont deux types de polysaccharides différents, tout simplement parce qu'en présence de calcium, ces acides manuroniques et glucuroniques forment ce que l'on appelle des boîtes à œufs. C'est-à-dire que les atomes de calcium, vous le voyez,
vont structurer le polymère d'alginate, vont structurer ce polysaccharide, ces acides manuroniques et guluroniques, évidemment en interagissant par leurs charges positives avec les charges négatives de ces acides manuroniques et guluroniques. Et vous voyez qu'on forme des espèces de boîtes à œufs avec le calcium au centre. Et bien, si vous faites ça, vous prenez une solution aqueuse d'alginate de sodium, vous rajoutez du calcium, et bien vous obtenez un gel. Alors l'idée, c'était de dire, on va travailler avec des concentrations bien particulières, on ne va pas aller jusqu'au gel, on va prendre des faibles concentrations d'alginate, on va ajouter du calcium et on va s'arrêter au niveau du prégel. Alors vous voyez ici une photo en microscopie électronique du prégel, comment ça apparaît. Et ce prégel, on va finalement le fossiliser, on va le solidifier à l'aide d'un polymère cationique qui est la polylysine et qui va évidemment former des ponts aussi entre les acides guluroniques et manuroniques. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir obtenir des systèmes nanoparticulaires. Vous voyez ici, on va utiliser une très faible concentration d'alginate de sodium, on va rajouter du carbonate de calcium, on va s'arrêter au niveau du prégel, on ajoute la polylysine et on obtient des nanoparticules qui sont multifacettées, qui ne sont pas sphériques et qui vont faire une taille d'environ 300 nanomètres. On peut faire ça aussi avec un autre polysaccharide naturel. Alors vous voyez, je vous disais au début du cours qu'on peut utiliser des polymères synthétiques, polylactico-glycoliques, polyalkylcyanoacrylate, mais aussi des polymères naturels. Ici, c'est un autre exemple, c'est le chitosan. Le chitosan, vous savez où il y en a beaucoup, c'est au niveau des carapaces, des écrevisses, des crabes, etc., qu'on hydrolyse et on obtient le chitosan. Eh bien, si vous prenez du chitosan, vous le voyez qui forme en milieu aqueux une simple solution aqueuse de polymère de chitosan hydrolysé. Vous rajoutez un polyphosphate, eh bien, en rouge, pour certaines concentrations de polyphosphate et de chitosan, vous allez obtenir des nanoparticules par gélification du polyphosphate sur le chitosan. Et si vous mettez évidemment trop de polyphosphate, eh bien, en vert, vous voyez que vous obtenez des agrégats. Et vous voyez aussi qu'en fonction de la concentration en chitosan, si vous regardez le diamètre des particules, eh bien, en fonction de la concentration aussi en polyphosphate, eh bien, vous pouvez contrôler plus ou moins la taille de vos nanoparticules de chitosan. Alors, en quoi est-ce que cette technologie peut être intéressante? Alors, j'en ai parlé au niveau de la leçon inaugurale, mais pour ceux qui n'étaient pas à la leçon inaugurale, parce qu'on peut développer à partir de cette technologie des nanoparticules qui vont pouvoir être adressées de manière sélective au niveau du cerveau. Alors, comme pour traiter des pathologies cérébrales et amener au niveau du cerveau et passer la barrière hémato-encéphalique et amener au niveau du cerveau des molécules qui, normalement, ne peuvent pas être acheminées dans le tissu cérébral parce qu'elles ne peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique. Alors, il y aura un cours qui sera centré sur l'utilisation des nanotechnologies pour le traitement des maladies cérébrales. Je ne vais pas vous en parler ici, mais je vais vous parler ici de la technologie de fabrication de ces nanovecteurs qui peuvent transloquer la barrière hémato-encéphalique. Alors, on va utiliser, eh bien, vous le voyez, ce polymère naturel qui est le chitosan, que vous voyez ici en noir. Et vous voyez qu'on va greffer sur les fonctions aminées du chitosan un polymère bleu qui est le polyéthylène glycol. Alors, pourquoi le polyéthylène glycol? Encore une fois, pour éviter l'opsonisation, pour éviter la capture par le foie, puisqu'on veut aller au niveau cérébral. Mais au bout de la chaîne de polyéthylène glycol, vous voyez qu'on va mettre en rouge une molécule qui s'appelle la biotine. Ça, c'est une macromolécule, c'est un polymère amphiphile, même pas amphiphile, hydrophile, qui est totalement soluble dans l'eau. Si vous rajoutez un polyphosphate, eh bien, vous allez former, à condition de respecter les bonnes concentrations, vous allez former, vous le voyez, des nanoparticules pégylées, et au bout des chaînes de polyéthylène glycol, en rouge, vous avez votre molécule de biotine. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette molécule de biotine? Eh bien, parce qu'on peut préparer, vous le voyez, des protéines, et en particulier des anticorps monoclonaux, et ici on a pris l'anticorps monoclonal OX26, je vais vous dire pourquoi, auquel on a greffé de l'avidine. Alors vous savez que l'avidine et la biotine, c'est deux molécules qui s'adorent.
vous les mettez ensemble et elles interagissent. Et donc là aussi, vous voyez, c'est l'idée du Lego. On va prendre des nanoparticules de chitosan, pegylé et biotinylé, on va ajouter un anticorps qui est streptavidinylé et automatiquement, par l'interaction avidine-biotine, on va avoir des nanoparticules de chitosan de troisième génération, c'est-à-dire décorées avec ici un anticorps monoclonal qui est l'anticorps monoclonal OX26. Alors, pourquoi cet anticorps monoclonal? Simplement pour ceux qui n'étaient pas à la leçon inaugurale, eh bien parce qu'en réalité, cet anticorps est capable d'aller reconnaître un récepteur qui se trouve au niveau de la barrière hémato-encéphalique, au niveau des cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique, qui est le récepteur de la transférine. Et vous savez que le récepteur de la transférine au niveau de cette barrière hémato-encéphalique, eh bien, il a pour rôle physiologique de prendre la transférine du torrent circulatoire et de transloquer la transférine dont a besoin le cerveau dans le tissu cérébral. Et donc, on a finalement ici une approche qui est un petit peu biomimétique, qui est le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on a un anticorps qui va reconnaître ce récepteur de la transférine. Le récepteur de la transférine, il va reconnaître bien sûr cet anticorps OX26 avec la nanoparticule et il va transloquer la nanoparticule avec son contenu en médicament au niveau du cerveau. Donc vous voyez que cette technologie de chitosan, eh bien, on peut l'utiliser en faisant de la chimie de surface pour développer des vecteurs qui vont, je dirais, se concentrer au niveau du tissu cérébral. On peut aussi, de manière, je vous parle toujours d'auto-assemblage, vous voyez qu'on est vraiment dans de la chimie supramoléculaire, on peut préparer des systèmes nanoparticulaires par auto-assemblage en utilisant les propriétés d'inclusion des cyclodextrines. Alors vous savez que les cyclodextrines, ce sont des molécules cages, vous en avez une représentation ici en modélisation moléculaire, et que vous avez toute une série de molécules hydrophobes, lipophiles, qui peuvent effectivement s'insérer à l'intérieur de ces molécules cages. Et cette capacité d'auto-assemblage, on va en tirer profit pour pouvoir former des nanotechnologies. Et c'est ce qu'a fait notamment Ruxandra Greff pour développer, vous le voyez, ce que l'on appelle le concept de clé-serrure. C'est tout à fait un système de clé-serrure. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va faire, vous le voyez ici, une polycyclodextrine. Encore une fois, on va faire un polymère avec plusieurs cyclodextrines attachées les unes aux autres. Ça, c'est un polymère qui est parfaitement hydrophile. Vous avez une pure solution aqueuse. Et puis, on va faire une autre solution aqueuse qui est un polysaccharide, le dextran, qui est évidemment très hydrophile, mais vous voyez en jaune, on va greffer un bras, si vous voulez, sur ce dextran qui est lipophile. Et vous savez que c'est une chaîne alkyle, que cette chaîne alkyle va être capable de s'insérer dans cette serrure que sont les cages des cyclodextrines. Ce dextran hydrophobe, je vais l'appeler hydrophobe, et cette polycyclodextrine sont tous les deux solubles dans l'eau. Si vous mélangez les deux, ces deux types de polymères, ces deux macromolécules vont s'auto-associer et vont former naturellement des nanoparticules que vous voyez ici et que vous voyez ici en microscopie à champ noir. C'est extrêmement facile à faire puisque je sais que la petite fille de Ruxandra Greff a même été capable de prendre, je vais dire, les deux solutions, de les mélanger et d'obtenir des nanoparticules. Donc, vous voyez en quoi, parce qu'on se dit les nanotechnologies, c'est quelque chose de très compliqué, il va falloir mettre énormément d'énergie, etc. Pas du tout. Il suffit d'avoir une bonne approche physico-chimique, intelligente, et de trouver des procédés, par exemple ce procédé de clé-serrure. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va charger tout ça en principe actif? Eh bien, vous savez que certaines cyclodextrines, comme ce sont des cages, elles vont être capables d'inviter des molécules de médicaments. Donc vous pouvez préparer des polycyclodextrines, remplir certaines cages des cyclodextrines par la molécule médicamenteuse, par exemple un anticancéreux, laisser des cages libres, évidemment, pour que les chaînes alkyles du dextran viennent s'insérer dans les cages et forment des nanoparticules. L'autre possibilité de charger en médicament, c'est de partir de la polycyclodextrine et du dextran hydrophobe, de mélanger les deux,
d'obtenir les nanoparticules, mais en veillant à laisser des cages libres. Et puis d'ajouter le médicament qui ira se mettre dans les cages qui restent libres au niveau de la structure supramoléculaire. Alors simplement pour vous montrer que ce n'est pas seulement, je vais dire, un concept théorique, mais ça marche dans la réalité du laboratoire. Alors ici, on a fait de l'ARMN du tritium et on a regardé en particulier les protons, vous le voyez, qui sont identifiés au niveau de la chaîne alkyle du dextran. Alors si vous prenez le dextran hydrophobe et que vous regardez le proton sur le carbone en A, vous le voyez ici, en B et en C, eh bien vous voyez qu'on a en réalité 3 pics pour ce dextran hydrophobe. Si vous rajoutez maintenant une cyclodextrine, seulement une molécule des cyclodextrines de manière isolée, pas sous forme de polymère, eh bien vous voyez que vous avez 2 petites bosses. Vous avez eu un shift en résonance magnétique nucléaire. Ça veut dire tout simplement que le dextran hydrophobe, il est en partie dans les cyclodextrines et en partie à l'extérieur de la cyclodextrine. Et vous voyez que si vous prenez la polycyclodextrine cette fois-ci, c'est-à-dire le polymère de cyclodextrine, et vous refaites l'ARMN du proton du dextran hydrophobe, eh bien vous voyez que vous avez un shift vers la droite, et ça veut dire que, je vais dire, l'entièreté de la chaîne alkyle est bien insérée dans la polycyclodextrine. Donc vous voyez, le fait d'utiliser des cyclodextrines qui sont sous forme de polymères, eh bien ça vous donne une augmentation, je dirais, de l'insertion du segment hydrophobe du dextran dans ces fameuses cages. Alors, on peut aussi le démontrer en faisant de la physicochimie des surfaces. Vous voyez que la physicochimie dans cette partie-ci du cours est extrêmement importante. Voilà comment on peut représenter le dextran hydrophobe. Vous voyez le dextran et en jaune, vous voyez la partie, les chaînes alkyles qui sont hydrophobes. C'est une molécule qui est soluble dans l'eau, mais elle est amphiphylle. C'est-à-dire qu'elle va se mettre, vous le voyez, à l'interface entre l'eau et l'air. Et vous voyez très très bien que si vous regardez, si vous mesurez la tension superficielle de l'eau en fonction de l'augmentation de la concentration en dextran hydrophobe, étant donné que cette molécule est tensioactive, eh bien vous allez voir une diminution de la tension superficielle de l'eau. Ça vous montre bien que le dextran hydrophobe se met à l'interface entre l'eau et l'air. Maintenant, si vous rajoutez dans la sous-phase, vous le voyez ici, votre polycyclodextrine. Qu'est-ce qu'elle va faire, la polycyclodextrine? Vous rajoutez cette polycyclodextrine quand on est là, quand on est sur le point A, quand on a diminué la tension superficielle grâce au dextran hydrophobe. Eh bien, vous voyez, votre polycyclodextrine, finalement, elle va faire couler le dextran hydrophobe, elle va le noyer. Elle va le retirer de l'interface entre la phase aqueuse et la phase air. Et le résultat, c'est que comme il n'y a plus de dextran hydrophobe à l'interface, eh bien, la tension superficielle va remonter jusqu'à la valeur initiale en B. Et ceci vous montre bien que la formation de ces particules résulte bien de l'auto-assemblage des 2 polymères hydrophiles entre eux. On peut aussi préparer des nanoparticules, et ça c'est pour la thérapie génique, par interaction électrostatique. Alors, je le répète, vous aurez un cours assez complet de thérapie génique, ce sera un des derniers cours, où on va voir comment, effectivement, on peut, je dirais, condenser de l'ADN en ajoutant des polymères cationiques. Et c'est important parce que vous savez que l'ADN, lorsqu'il est sous forme de simples molécules, eh bien, il ne peut évidemment pas rentrer dans la cellule, il faut absolument le condenser pour le faire rentrer à l'intérieur des cellules. Alors pour cela, on doit utiliser évidemment soit des polymères cationiques, soit des lipides cationiques, comme je vous l'ai montré avec les liposomes. Alors, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre, vous le voyez, un polymère anionique, qui peut être par exemple un acide nucléique, et puis on va prendre d'autre part, vous le voyez ici, un polycation, qui peut être du chitosan, polymère naturel, qui peut être également un polymère artificiel, par exemple de la polyéthylénimine, qui est un polymère avec un très grand nombre de charges cationiques,
qui peut être aussi un polyaminoacide, mais qui est chargé positivement. Eh bien, quand vous mélangez les deux, quand vous mélangez ces deux polymères cationiques anioniques, eh bien, vous allez obtenir en fait des systèmes nanoparticulaires. Alors, vous voyez ici, on a fait de l'AFM, c'est-à-dire de la microscopie de force atomique, et vous voyez très bien l'AFM d'un plasmide, c'est-à-dire d'un gène, finalement, mais vous voyez très très bien l'ADN qui est décondensé, c'est-à-dire qui est relativement dans l'espace, si vous voulez. Les acides nucléiques sont chargés négativement au niveau de l'ADN, et donc les molécules d'ADN, eh bien, elles ont tendance à être, comme vous le voyez ici, décondensées. Si vous ajoutez des concentrations croissantes, par exemple de chitosan ou par exemple de polyéthylamine, eh bien, vous voyez que vous allez neutraliser les charges négatives de l'ADN, donc il n'y aura plus de répulsion intramoléculaire de l'ADN, et vous allez former des nano-objets, vous le voyez, qui correspondent à une condensation de l'ADN et qui, on le verra, peuvent rentrer beaucoup plus facilement dans les cellules que, évidemment, le plasmide lorsqu'il est étendu. On a vu finalement des systèmes supramoléculaires organisés que sont les liposomes. On utilise des phospholipides. On a vu des systèmes polymères qui sont en général des nanoparticules, polymères ou pas polymères, puisque je vous ai dit qu'il y avait d'autres matériaux qui pouvaient être utilisés. Je voudrais vous dire un mot maintenant des micelles. Alors les micelles, souvent, vous allez le voir, ils sont à base de polymères. Alors une question qu'on se pose souvent, c'est de se dire, mais quelle est finalement la différence entre une nanoparticule et une micelle, puisque ces objets sont formés de polymères tous les deux, de polymères amphiphiles pour certains, de polymères hydrophobes pour d'autres. Eh bien, les micelles ont une caractéristique tout à fait claire, c'est qu'ils ont ce que l'on appelle une concentration micellaire critique. C'est-à-dire que si vous avez une solution aqueuse et que vous dissolvez un agent tensioactif dans cette phase aqueuse, à des faibles concentrations, vous allez avoir une solution de l'agent tensioactif. Si maintenant vous augmentez la concentration en agent tensioactif, vous aurez toujours une solution, mais à partir d'une certaine concentration, tout d'un coup, vous allez voir un changement de propriété, vous allez voir une agrégation de ces agents tensioactifs et vous allez voir la formation de micelles. C'est ce que l'on appelle la concentration micellaire critique. C'est à cette concentration que, je vais dire, les agents tensioactifs vont s'agréger pour former des micelles. Ensuite, vous allez continuer à rajouter des agents tensioactifs et soit les micelles vont grossir en taille parce que vous aurez beaucoup plus de molécules par micelle, ou bien vous aurez beaucoup plus de micelles sans modification de taille, ça dépend des agents tensioactifs. Bien. Donc là, vous avez une suspension de micelles dans de l'eau. Si maintenant vous rediluez cette suspension de micelles dans de l'eau et que vous repassez au-delà de la concentration micellaire critique, eh bien l'agent tensioactif va repasser sous forme monomère, c'est-à-dire sous forme dissoute, non agrégée en phase aqueuse. C'est-à-dire que les micelles, finalement, c'est un système dynamique. On agrège quand on concentre pour une concentration bien déterminée, on désagrège quand on dilue. Avec les nanoparticules, qui sont parfois faites avec les mêmes polymères, eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avec les nanoparticules, vous allez concentrer le polymère, vous allez former vos particules, vous rajoutez du polymère, encore une fois, les particules soit vont grossir en taille, soit vont être plus nombreuses. Vous rediluez, vous avez toujours des particules, c'est-à-dire que vous ne débobinez pas les particules. Et ça, c'est une grosse différence entre, d'une part, les micelles et d'autre part les particules, même si parfois les matériaux de base sont les mêmes, c'est que les systèmes nanoparticulaires n'ont pas de concentration micellaire critique, alors que les micelles ont une concentration micellaire critique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut former des micelles? Eh bien, souvent, on va se baser sur l'idée d'utiliser des polyplexes. C'est-à-dire qu'on va utiliser, vous le voyez, un polymère cationique, vous voyez ici ce sont des charges positives,
un polymère cationique qui va être à 10 blocs, donc un polymère cationique, polyéthylène, imine, chitosan, etc., plus, vous le voyez, une partie hydrophile qui est un polyéthylène glycol, par exemple, qui peut être aussi un polysaccharide, qui est une molécule, dans tous les cas, très hydrophile. Ça, c'est soluble dans l'eau. Si vous rajoutez un polymère anionique, eh bien, évidemment, le polyanion va interagir avec le polycation, va former un cœur hydrophobe qui va correspondre, si vous voulez, au cœur de la micelle. Et puis, vous voyez que le polyéthylène glycol va finalement, parce qu'il est hydrophile, décorer la surface du micelle. Alors, vous pouvez vous amuser, là aussi c'est un Lego, vous pouvez utiliser un polymère cationique avec une chaîne PEG que vous associez à un polymère anionique sans chaîne PEG. Vous pouvez utiliser un polymère anionique avec une chaîne de polyéthylène glycol que vous allez associer à un polymère cationique sans chaîne de polyéthylène glycol, ou vous allez pouvoir utiliser un copolymère cationique de polyéthylène glycol avec un copolymère anionique de polyéthylène glycol, vous allez obtenir des micelles. Et la taille de ces micelles, ça c'est évidemment important, va dépendre de quoi? Du poids moléculaire, bien entendu, du polycation, du poids moléculaire du polyanion et bien entendu du poids moléculaire et de l'hydrophilie du polyéthylène glycol. Et on peut de cette manière, eh bien, enrichir, et ça on peut le faire avec les nanoparticules ou avec les liposomes aussi, mais en choisissant les bons polymères, on peut enrichir la surface des micelles avec soit de très grandes quantités de polyéthylène glycol, c'est-à-dire que vous allez avoir une grande densité de polyéthylène glycol, ou encore vous pourrez avoir une surface qui sera beaucoup moins riche en polyéthylène glycol, et on le verra lors d'un des cours prochains, tout ceci ne sera pas neutre en termes d'évitement de l'activation du complément, d'opsonisation de ces particules ou de ces micelles, et de reconnaissance par conséquent par le système réticulo-endothélial. Alors, maintenant, on peut le faire, vous le voyez, pratiquement, comment peut-on faire avec les acides nucléiques? Je reviens aux acides nucléiques parce que c'est important pour la thérapie génique. Eh bien, vous voyez qu'on peut prendre, encore une fois, un segment cationique qui est de la polyéthylénimine ou qui est un polyaminoacide cationique. On va y coupler le polyéthylène glycol et on va rajouter l'acide nucléique. Eh bien, vous voyez qu'on va avoir une auto-organisation avec le cœur qui va être composé des deux polymères hydrophiles et hydrophobes, polyéthylénimine et acide nucléique, et la surface, c'est-à-dire la couronne, si je puis m'exprimer ainsi, qui, vous le voyez, est du polyéthylène glycol. Alors on peut s'amuser, on peut aussi prendre, vous le voyez, 2 ou 3 polymères cationiques avec un même polymère hydrophile qui peut être du dextran, qui peut être du PEC, qui peut être de l'hydroxypropylmétacrylate, des polymères hydrophiles, et ça va vous donner encore une fois des micelles qui vont avoir des tailles qui sont extrêmement différentes. Alors on peut encore aller un petit peu plus loin, et on peut bien entendu décorer, comme on l'a fait avec les liposomes, comme on l'a fait avec les nanoparticules. Eh bien, on peut décorer, je dirais, ces micelles avec des ligands et on peut les charger en médicaments. Alors, il faut bien savoir qu'un gros inconvénient des micelles, c'est quand même leur stabilité. Vous savez que, je vous l'ai dit, les liposomes, ce sont des systèmes, des objets supramoléculaires organisés, mais qui peuvent être désorganisés par toute une série de protéines biologiques. Ça ne vaut pas tellement pour les systèmes nanoparticulaires, mais ça vaut pour les micelles. Pourquoi? Parce que vous avez une concentration micellaire critique. Ça veut dire que quand vous avez des nanomicelles dans votre tube à essai et que vous allez injecter ces nanomicelles au patient, vous allez évidemment diluer ces micelles dans 7 litres de sang. Et vous allez, dans certains cas, passer au-delà de la concentration micellaire critique. Et donc, les micelles vont se désagréger, vont se désorganiser et le médicament va être libéré.
C'est la raison pour laquelle il y a certaines approches qui visent essentiellement à essayer de développer d'abord des micelles où on va avoir de fortes interactions hydrophobes pour que la concentration micellaire critique soit la plus faible possible. C'est-à-dire pour que même à la dilution des 7 litres de sang dans l'organisme, on soit encore au-dessus de la concentration micellaire critique. Donc, recours à des polymères très hydrophobes pour avoir un cœur des particules qui est extrêmement hydrophobe et dans lequel on va soit dissoudre ou absorber le médicament, soit ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut aussi coupler le médicament à un polymère dibloc. Et à ce moment-là, on va avoir un couplage chimique et donc le médicament va être piégé dans le cœur de la micelle. Et parallèlement, on va faire un polymère dibloc que vous voyez ici, avec toujours la partie polyéthylène glycol, la partie polyanion ou polycation, à laquelle on va greffer chimiquement, vous le voyez, un ligand, c'est-à-dire une molécule de reconnaissance, qui peut être un oligosaccharide, mais qui peut être aussi un peptide, qui peut être un anticorps, qui peut être une hormone, qui peut être également une vitamine qui va reconnaître certains. Et tout ça, on peut l'assembler d'une manière supramoléculaire pour avoir finalement, vous le voyez, des objets qui sont de type micellaire, qui vont exprimer en surface des ligands de reconnaissance et qui, au niveau de leur cœur, vont posséder le médicament que l'on veut vectoriser. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais, une revue extrêmement rapide de tous des principaux procédés, je dirais, de préparation de ces nanotechnologies. Vous voyez, et je voudrais vous le dire à titre de conclusion, que finalement, toutes ces nanotechnologies ont des avantages et ont des inconvénients. Les avantages des liposomes et des systèmes lipidiques en général, c'est qu'on va utiliser des lipides naturels. On est donc, d'un point de vue toxicité, on utilise des matériaux qui sont biocompatibles, qui sont biodégradables, qui sont injectables, qui ne sont pas toxiques, qui s'auto-organisent sur le plan supramoléculaire. C'est un gros avantage. On peut encapsuler des médicaments hydrophiles comme des médicaments hydrophobes. L'inconvénient, je vous l'ai dit, c'est la stabilité dans le torrent circulatoire. C'est l'échange de phospholipides avec les lipoprotéines circulantes. C'est tout le problème de la stabilité qu'on n'est pas encore totalement parvenu à résoudre à l'heure actuelle, bien qu'un certain nombre de nanomédicaments à base de liposomes soient sur le marché, en particulier l'ambisome et le doxil. Les systèmes polymères. Les systèmes polymères, nanoparticules d'une manière générale, on peut dire que leur gros avantage, c'est la stabilité. Alors, vous avez vu aussi les procédés de préparation, ils sont extrêmement riches, il y en a énormément, qui peuvent être adaptés à des principes actifs à la fois hydrophiles et à la fois lipophiles. Ils sont, pour beaucoup, comme la nanoprécipitation, faciles à mettre en œuvre au niveau industriel, donc il n'y a pas de verrou technologique au niveau, je dirais, du scale-up et de l'obtention, je vais dire, de quantités importantes. Le côté, les limitations, c'est la toxicité. C'est la toxicité, et je dirais d'une manière générale qu'il est hors de question pour la voie intraveineuse d'utiliser des polymères non biodégradables. Si on regarde, je dirais, la diversité des polymères biodégradables, biocompatibles et injectables, on est quand même relativement limité. Vous l'avez compris, il y a les polyalkylcyanoacrylates, qui sont des polymères dont les monomères, encore une fois, sont utilisés en chirurgie. Il y a les acides polylactiques coglycoliques, qui sont des polymères intéressants parce que ce sont des polyesters qui sont hydrolysables et l'acide lactique comme l'acide glycolique vont être pris en charge dans le cycle de Krebs. C'est donc des polymères qui sont parfaitement métabolisables, biocompatibles. Tout dépend bien entendu des doses. Il y a les polymères naturels. Je ne vous ai pas parlé de l'albumine, je vous ai beaucoup parlé du chitosan, par exemple, des polysaccharides. Je vous signale quand même qu'on peut utiliser de l'albumine, à condition que ce soit de l'albumine humaine pour ne pas avoir de réaction immunologique. Et il y a d'ailleurs sur le marché un médicament qui s'appelle l'Abraxane et qui est un médicament à base de nanoparticules
effectivement d'albumine, dans lesquels il y a un médicament anticancéreux qui est le taxotère. Donc, mais malgré cela, vous voyez qu'au niveau des nanoparticules, on est quand même relativement limité dans la diversité des polymères qu'on utilise. Et je dirais qu'a priori, sur le plan toxicologique, il y a certainement beaucoup plus de choses à faire qu'avec les systèmes de type liposome ou avec les systèmes de type lipidique. Et puis, il y a les micelles. Alors, l'avantage des micelles, d'ailleurs, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur les procédés de préparation. L'avantage des micelles, c'est le procédé de préparation. Vous n'avez rien à faire. Ces micelles, ils ont des molécules, vous allez utiliser des polymères amphiphiles, ils vont s'auto-organiser sous forme de micelles tout seuls. Vous n'avez pas à agiter, à mettre de l'énergie comme avec les liposomes, etc. L'inconvénient, le revers de la médaille, encore une fois, vous allez les injecter, ils vont être instables, surtout si vous dépassez la concentration micellaire critique. Donc vous voyez que le grand message de tout ceci, c'est de dire finalement, on a à l'heure actuelle des procédés qui sont quand même relativement bien rodés pour faire des nanotechnologies capables d'encapsuler à la fois des médicaments hydrophiles et des médicaments lipophiles. Mais chaque fois, si vous voulez, d'un point de vue pharmaceutique, les choses ne sont pas si simples qu'une gélule ou un comprimé. Vous savez qu'une gélule, on prend la gélule en galénique et on la remplit avec le médicament. Je dirais que dans le domaine des nanomédicaments, avec toutes les technologies diverses et variées que je vous ai montrées, c'est chaque fois un cas d'école, c'est chaque fois un cas d'espèce. C'est-à-dire que telle technologie, telle nanotechnologie va s'appliquer à tel principe actif qui a telle caractéristique, mais ne va pas s'appliquer à tel autre principe actif qui a telle autre caractéristique. Parfois, il faut faire de la chimie des matériaux pour modifier les polymères et les rendre plus affins, par exemple, vis-à-vis de tel ou tel autre principe actif. Et, élément important, il faut bien vérifier que dans le procédé de préparation que vous mettez en œuvre, vous n'allez pas utiliser, bien sûr, des solvants, des pH, des électrolytes qui vont dégrader votre médicament. Et ça, c'est, je dirais, toute la préformulation. Alors, avant de clôturer, je voudrais quand même remercier, je ne savais pas que vous alliez venir, mais je voudrais quand même remercier Christine Vautier, Ruxandre Agrève et Nicolas Julien, parce que vous voyez que j'ai pris certaines illustrations de ce cours, des travaux qu'ils ont réalisés. Et je vous remercie de votre attention et je suis ouvert aux questions s'il y en a.